Chers amis, chers cousins et cousines, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour ce dîner placé sous le signe de l'héritage, de la transmission et du service du bien commun. Notre rencontre est l'occasion d'évoquer une tradition intellectuelle et humaine qui a profondément marqué notre pays, le catholicisme social. Né au XIXe siècle, dans le contexte des bouleversements de l'industrialisation, il a cherché à répondre aux défis de son temps en conciliant justice sociale, responsabilité individuelle et dignité de la personne humaine. Loin de se limiter à la seule assistance matérielle, il a inspiré des générations d'hommes et de femmes convaincus que l'engagement dans la cité devait être guidé par des principes moraux exigeants. Son héritage se retrouve dans de nombreuses œuvres éducatives, sociales, caritatives, spirituelles, qui continuent encore aujourd'hui à porter leurs fruits. Parmi les grandes figures de ce mouvement que nous allons étudier, deux noms retiennent particulièrement notre attention, Philibert Vraud et Félix Dehaut. C'est notre orateur aujourd'hui, Jean-Louis Pelon, qui va nous évoquer cette phase de l'histoire tout à fait remarquable. Il est une figure culturelle bien connue pour ses activités de médiation historique et littéraire. Il est docteur ès-lettres, agrégé de lettres modernes, historien, et il est spécialisé dans le patrimoine des Flandres méridionales, de la Belgique, mais aussi de la Normandie et de la Bretagne. Homme de radio et chroniqueur, il est notamment connu pour ses chroniques radiophoniques, comme l'émission Les Détours de l'Histoire, diffusée sur RCF. Auteur et éditeur, il a publié ou contribué à plusieurs ouvrages, contribué notamment à la bataille de Bouvines, à l'architecture, à des monastères, et son dernier livre sur Félix Dehaut, qu'il tient à votre disposition à l'entrée, et qui est tout à fait remarquable, une espèce de thésaurus, un trésor de tout ce que ce couple extraordinaire a pu apporter au bien commun. Son travail se distingue par une approche pédagogique qui vise à rendre l'histoire des lieux et des hommes accessibles au grand public, en liant souvent recherche historique et narration vivante. Que cette soirée soit donc un moment de réflexion, d'amitié, ça c'est sûr, et d'inspiration par ce beau temps qui nous permet de respirer l'air de la campagne en plein Paris. Puisons dans ces parcours remarquables la volonté de poursuivre à notre mesure une œuvre de transmission, d'excellence et de service. Je vous souhaite une excellente soirée. Voilà. Merci. Voilà, je vais vous parler ce soir donc des débuts, des sources du catholicisme social. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, très bien. Distinctement. Oui, oui. Voilà. Vous ne voulez pas que je hausse le ton, non, je veux dire le son. Voilà. Alors, donc, voici pour commencer d'abord la définition que donne de ce courant, le catholicisme social, Eugène Dutoit. Eugène Dutoit, c'était jadis le doyen de la faculté de droit de l'Université catholique de Lille. Il était président des semaines sociales de 1914 à 1944. Semaines sociales qui continuent à exister, bien sûr. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit c'est un mouvement qui tend à guider les initiatives privées, à orienter les lois, les institutions, les mœurs, les revendications civiques vers une réforme fondamentale de la société moderne d'après les principes chrétiens. Voilà, là il y a les mots-clés, vous avez tous les mots-clés, réforme, moderne et chrétien. Bon, moi je traduis d'une façon plus concrète, il s'agissait de s'inspirer de l'Évangile pour apporter des réponses concrètes à la misère matérielle et morale des populations ouvrières. Alors, je vais commencer par deux anecdotes, au moins
vous les écouterez. Alors, un soir, dans les années 1890, j'essaie de vous transporter dans cette époque lointaine, un soir, dans les années 1890, quelqu'un sonne à la porte de l'hôtel particulier à Lyon de M. Hilaire Bernigaud de Chardonnay, 1839-1924, polytechnicien, industriel, inventeur de la soie artificielle, catholique, monarchiste, d'une générosité proverbiale, le comte de Chardonnay. Alors il a une fille qui s'appelait Anne, qui était encore enfant. Anne de Chardonnay, entre parenthèses, s'est lancée dans la sculpture et avant d'épouser un personnage très connu à Lille, qui est le colonel-comte Félix de Barbieux, qui était commandant de la garnison de Lille au moment de l'invasion en 1914. J'aime autant dire qu'on s'en souvient encore. Alors, l'enfant, Anne, la petite Anne de Chardonnay, va ouvrir. Elle revient au bout d'un instant et dit « Père, il y a là un pauvre vieux, un petit monsieur barbu, qui demande à vous voir. » Alors, qui est-ce? Sans doute une sorte de clochard. Il parle avec courtoisie, mais il a des habits râpés, des souliers fatigués. « Ah, mais je sais, je devine, c'est mon cher ami monsieur Brault, comme chaque année, en pleine tournée des donateurs. Et donc pour ses bonnes œuvres, fais-le vite entrer. » Changement de décor. Maintenant, je vous emmène dans les années 1910 au château de Bouvines, village presque frontalier de la Belgique, petit village de 400 habitants, 400-500, et donc commune au nom historique, proche de Lille. Et là, un enfant, encore, vient frapper à la porte du bureau de son grand-père, M. Félix Dehaut, maire du village, conseiller général du Nord, grand propriétaire terrien, catholique en acte, et pas seulement en parole, bienfaiteur, entre autres, de son canton. « Bon papa, il y a des enfants qui sont en train de jouer dans notre parc, on ne les connaît pas, ils parlent patois, ils sont sales, mal habillés, ils courent partout, ils cueillent des fleurs. » Mon petit va plutôt jouer avec eux, donne-leur donc une leçon de botanique. Ce parc n'est pas notre parc, comme tu dis. Ce que nous avons sur Terre, nous n'en sommes que les locataires. Le seul propriétaire, c'est le bon Dieu. Sans doute, le petit-fils en question aura-t-il bien retenu la leçon, et même au pied de la lettre. Il deviendra moine, comme plusieurs de ses frères et de ses cousins, faisant vœu de pauvreté, comme le font tous les religieux catholiques. Voilà. Alors, après ces anecdotes, je vais vous faire une espèce de petit portrait croisé de ces deux hommes du Nord. Donc, deux personnages tout à fait hors normes. Une difficulté quand même se pose à votre petit orateur. Comment évoquer le souvenir de personnages qui, fondamentalement, essentiellement, rechignaient à ce qu'on parla d'eux? Comment montrer comme des modèles potentiels de référence pour nous aujourd'hui des hommes qui ont laissé peu d'écrits notables, qui vivaient dans une humilité et une discrétion que l'on peine à comprendre dans notre monde peuplé de matu-vus et parfois assourdi d'un certain tohu-bohu médiatique. La figure donc encore assez méconnue en dehors du Nord de Philibert Vrault, 1829-1905, passionne de plus en plus ceux qui s'y attardent ou qui s'y attachent. C'était un industriel filetier. Attention, filetier, c'est pas pareil que filateur. Il possédait des usines de fabrication de fils de lin. Voilà. Alors, ses amis, son personnel, bien d'autres de ses contemporains, dès le lendemain de sa mort, en 1905, le désignèrent partout comme le saint de Lille. Pas si vous vous rendez compte. Alors, Lille, comme vous savez, qui est une ville pas particulièrement, enfin c'est une des citadelles de la gauche quand même, depuis très longtemps. Alors je ne parlerai pas du docteur Camille Ferron-Vrault, parce que j'ai pas le temps, je me ferai gronder, mais c'est un personnage tout à fait étonnant, qui était le beau-frère de Philibert et qui a été son alter ego.
Je développerai davantage dans mon propos là, ce soir sur Philibert Vaux, et bien sûr un peu moins sur Félix Dehaut, puisque de toute façon vous avez un livre que vous pouvez vous procurer sans trop de difficultés. Alors, la figure de Félix Dehaut, 1846-1934, donc une espèce de patriarche local, notable, très connu, très respecté, très respectable, à l'est de l'île, et ailleurs en France, en Belgique et dans d'autres régions. Elle est aussi passablement ignorée des médias et des historiens modernes, sans doute délibérément. Ces deux hommes méritent que l'on s'arrête un instant, 40 minutes pour les deux, sur leur parcours de vie, sur leurs initiatives concrètes au service du bien commun. Ils méritent que l'on tente un parallèle entre eux, que l'on souligne comment ils se sont insérés dans les luttes à la fois pratiques et idéologiques de leur époque. Tous deux étaient des hommes du Nord, des hommes de bien, des hommes d'œuvre, comme on disait autrefois, entièrement, fidèlement, sincèrement dévoués à l'Église. Si 17 années les séparent, les points de rapprochement sont nombreux. Philibert, oui, je les fréquente tous deux depuis si longtemps que je peux peut-être me permettre de les appeler par leur prénom. Voilà. Donc Philibert est né juste avant les Trois Glorieuses, la Révolution de 1830. Révolution que je vous rappelle qui est anti-monarchique, anti-aristocratique et anticléricale. Je vous rappelle l'archevêché de Paris, la cathédrale de Paris, furent pillés par le peuple. Et Monseigneur de Guérin, l'archevêque de Paris, a dû se sauver. Félix, lui, est né juste avant la Révolution de 1848. Révolution, comme vous savez, foncièrement anticapitaliste, anti-bourgeoise, juste après le gouvernement orléaniste, mais pas foncièrement anti-religieuse. Cette révolution de 1848, loin de là. Au contraire, malgré la mort, je sais bien, de Monseigneur Affre, une mort sans doute accidentelle sur les barricades. Donc Philibert est né juste avant 1830 et Félix juste avant 1848. Donc l'image du catholicisme dans le peuple entre 1830 et 1848 s'est-elle améliorée? Pourquoi? Comment? Grâce peut-être au rôle de tous ces catholiques sociaux de l'époque. Ainsi, l'enfance de Philibert se déroule-t-elle durant la monarchie de Juillet, c'est-à-dire au début de la révolution industrielle. Vous savez, la révolution industrielle, chose de 20 ou 30 ans après la révolution industrielle en Angleterre. Donc nous, c'est plutôt sous la monarchie de Juillet. Alors, l'enfance de Félix, elle, se déroule durant le Second Empire, c'est-à-dire au moment du plein essor du capitalisme industriel. Période d'essor absolument prodigieux et de très profonds bouleversements socio-économiques, positifs et négatifs. Qui va entraîner aussi bien dans le Nord qu'en France des changements considérables dont on voit encore les conséquences. Alors tous ces deux hommes, tous les deux se retrouveront, s'épauleront au moment des luttes qui précèdent et qui suivent l'installation dans la douleur de la Troisième République. Chez nous, c'est-à-dire au moment de la guerre larvée que les partis républicains, diverses obédiences, vont livrer contre l'Église et le milieu catholique. Donc Philibert se consacre à la création de lieux de culte, d'établissements d'enseignement, je vais en parler, de dispensaires, d'une multitude d'œuvres sociales que je ne vais pas énumérer parce que les listes c'est toujours ennuyeux, mais une multitude dépensant sans cesse pour essayer de rechristianiser le plus possible les ouvriers des usines au destin généralement funeste. Promiscuité, alcoolisme, inceste, prostitution et toute cette salamandre. Pour les rendre réceptifs au moins aux préceptes évangéliques, et ce malgré des forces hostiles à l'Église, forces irréligieuses de plus en plus radicales et persuasives. Félix, dès l'âge de 25 ans, en même temps qu'il commence à fonder des œuvres de bienfaisance autour de lui, école, église, orphelinat, choisit de se jeter en même temps dans la fournaise politique. Avant d'être élu conseiller général de son canton, il est élu maire de sa commune de Bouvines, petite par la taille mais grande par le nom, et il le restera jusqu'à sa mort 62 ans plus tard. Donc on imagine les fruits, la fécondité d'une telle stabilité.
Il était persuadé que sa mission sur Terre consistait à aider à éclairer les populations rurales, notamment les ouvriers agricoles, ce qu'on appelait autrefois, peut-être vous avez entendu ce mot-là, les journaliers, ceux qui sont payés à la journée de travail, ou les manouvriers, vous voyez, qui n'avaient pas de logement, c'était des paysans sans terre, qui dépendaient des senciers, c'était des grosses fermes, et des grands propriétaires. Alors, il s'occupe de tout ce sujet-là, et il essaie de les protéger d'une propagande anticléricale de plus en plus violente. Et donc les garder proches de la religion, si possible, religion source aux yeux de Félix Zéau et de ses amis d'irremplaçables bienfaits matériels et moraux. Donc Félix, étudiant, le Félix Zéau en question, il allait écouter les analyses et les conseils de Philibert Brault au Cercle catholique des jeunes gens. C'est intéressant comme formulation, c'est appellatif. Que ce dernier, Philibert, avait créé à Lille, pour ceux qui sont lillois ou qui aiment bien Lille, je sais qu'il y en a, pas loin de moi, rue du Marais, actuellement c'est la rue Jean Moulin. C'est une rue très connue parce que c'est juste derrière les jardins de l'Archevêché, et c'est ce cercle qu'il avait créé dans ce qu'on appelle l'hôtel de Temps-Remonde, à 2 pas de l'hôtel particulier où vécut d'ailleurs enfant Marguerite Yourcenar. Donc une rue intéressante. Donc il s'est imprégné de tout ce qui se dit et se fait dans ce cercle catholique. Et notamment au moment des visites d'un personnage tout à fait extraordinaire qui s'appelle Monseigneur Mermillot. C'était l'évêque de Genève, à cette époque-là. Et donc il avait été expulsé, vous vous souvenez, de son pays par les autorités calvinistes. Et il avait été un des acteurs clés de l'histoire de la doctrine sociale de l'Église. Retenez ce nom, Monseigneur Gaspard Mermillot, fondateur de l'Union sociale d'études économiques catholiques, appelée plus tard l'Union de Fribourg. Cette Union de Fribourg fut à l'origine même de la future Université de Fribourg, qui existe toujours bien sûr, où Pierre de Haut, le fils aîné de Félix Zéau, prêtre diocésain puis religieux dominicain, sera l'un des premiers étudiants en 1890. Vous voyez, c'est international quand même, le catholicisme social. Je ne vais pas parler de Robert Owen, du mouvement chartiste et tout ça, parce que c'est plutôt des anglicans. Donc je reste sur le catholicisme, je ne peux pas aborder tous les sujets et toutes les branches du mouvement social et de l'intérêt pour le monde défavorisé dans le monde entier. Il y en a, bien sûr qu'il y a eu des communautés saint-simoniennes, etc. dans le monde entier. Mais j'en parlais. Donc c'est à Fribourg que se retrouvent quelques-uns des grands noms du catholicisme social de l'époque. Les anciens officiers légitimistes français, comme René de la Tour du Pin et Albert Demain, MUN. Albert Demain, je vous rappelle, c'est lui qui a fondé en 1871, jusqu'à la fin du Second Empire, les cercles catholiques d'ouvriers. Il y avait aussi, j'abrège, des Autrichiens comme Karl von Vogelsang, un baron autrichien, un germano-autrichien, dont Félix passera des nuits à traduire en français les travaux, et dont les livres sur la question sociale c'est à peu près celui de questions ouvrières, constitueront l'une des sources de la fameuse encyclique du pape Léon XIII, Rerum Novarum, en 1891. Voilà. Alors, le modèle de ce genre de cercle d'études de jeunes gens va faire florès. Dans le Vieux-Lille, il ressemble sans doute à un embryon d'université libre, comme à Fribourg, où il s'agissait à la fois de forger une doctrine cohérente chez ces jeunes cerveaux, et aussi de lancer des initiatives de futurs cadres, de former des salariés compétents, efficaces, qui soient également des chrétiens convaincus et surtout généreux. Au passage d'ailleurs, est-ce pas un peu le cas de la définition des objectifs en 2026 de la catholique? Je vous rappelle, 350 filières d'enseignement supérieur, plus de 45 000 étudiants. Bref, je continue. L'activité principale de Philibert et de Félix va se déployer pendant la Troisième République. C'est-à-dire au moment où se déchaîne cette guerre larvée, guerre scolaire surtout, les expulsions des congrégations, d'abord enseignantes. Vous comprenez, il s'agissait pour le lobby républicain de récupérer le contrôle des jeunes esprits. D'où la loi Ferrier, etc. Vous voyez bien, qu'on voulait arracher au lobby catholique, voilà, qui le tenait depuis des siècles. Donc voilà,
expulsion des enseignants catholiques, donc durant la lutte acharnée entre ce milieu catholique et les forces de laïcisation, sécularisation autoritaire du pays. Philibert meurt en mai 1905, juste avant le vote de la loi de séparation des églises et de l'État, c'est-à-dire en décembre 1905. C'est la fin d'un monde. Pour tous ces catholiques pratiquants et généreux, c'est la fin d'un monde, la loi de 1905. Félix meurt, lui, en août 1934. Les dates sont symboliques. Je ne dis pas que c'est une volonté de la providence, mais en tout cas, je trouve que c'est important de regarder les dates. Donc Félix de Haut meurt en août 1934, c'est-à-dire peu après la grave crise du 6 février 1934. Extrêmement terrible, bien plus grave que les problèmes actuels dans les rues de Paris. Et donc, au moment de l'angoissante montée des périls, je vous rappelle, la remilitarisation de la Rhénanie par Hitler, c'est mars 1934. Donc voilà, ces hommes-là, vous voyez, ils vivent à des moments quand même plutôt cruciaux et tragiques de notre histoire. Alors, il ne s'agit pas ici de brosser un portrait hagiographique de ces deux personnages, même si le procès de béatification de Philibert Brault a été ouvert dans les années 1910, 5 ans après sa mort. J'abrège un peu sur cette histoire qui est absolument passionnante, parce qu'elle a été bloquée, ce procès de béatification en cours de Rome, a été bloqué en 1950 par Monseigneur Liénard, Achille Liénard, archevêque de Lille. Procès qui a été repris en 2005 et qui est en bonne voie avec, actuellement au Vatican, avec le pape actuel, qui a l'air très sensible à ce que je vous dis. Et donc en 2026, on pense qu'il va y avoir de progrès dans ces efforts que nous menons, nous et d'autres, et puis la Providence. Voilà. Donc ces deux prototypes du prodigieux dynamisme du catholicisme au XIXe siècle en Nord et ailleurs, bien sûr. Il s'agit de montrer maintenant, à l'aide de deux exemples de parcours humain symboliques d'une période, l'impact des idées, le choc, parfois même le poids des idéologies. Alors les différences entre ces deux nordistes sont nombreuses. Philibert était un industriel, fils d'un filateur lillois d'ascendance tournaisienne. Félix un terrien, agriculteur, agronome, fils d'un notaire d'ascendance flamande. Philibert est un célibataire par choix. Félix, un père de famille nombreuse, patriarche d'une nombreuse postérité. Philibert, un converti après une jeunesse troublée. Félix, un catholique ininterrompu, je ne sais pas si cette catégorie existe. Enfin, à la différence de Philibert, qui tenta une seule expérience électorale malheureuse, Félix ne s'est jamais tenu éloigné des durs combats politiques, se jetant toute sa vie à corps perdu, malgré bien des déboires, dans la mêlée de son époque qui, au moins, autant que la nôtre, était violente. En revanche, les points communs, on en a vu quelques-uns, abondent. Voici deux hommes de prière, une prière incessante au service de l'action, des railleurs, les caricaturistes, les gens de presse de leur temps, c'est plus du tout le cas maintenant, se moquaient de ces dévots, le chapelet au palace. Ils ont tous deux essayé de mener autant que faire se peut une vie religieuse dans le monde, en parfaite obéissance à l'Église, donc à Rome, tous deux animés d'une passion sincère de l'évangélisation et de la charité. Une charité individuelle rejoignant l'effort collectif des catholiques pour une redistribution plus équitable, plus humaine des richesses. Une grande part de leurs revenus à tous les deux, et même de leurs capitaux, fut mise au service des desseins caritatifs, comme on ne disait pas encore à l'époque. Mais vous comprenez ce que ça veut dire. Avec une conscience presque tragique, je dis presque tolstoïenne, quand on connaît la vie de Tolstoï et la fin de sa vie, de la responsabilité des riches, la responsabilité des riches envers les pauvres. Donc ils pratiquèrent une économie du don et de la gratuité avec une discrétion, une pudeur, une pondération, la charité anonyme voulue par l'Évangile. Matthieu 6, une charité, une discrétion qu'il est presque incongru de devoir en ce moment un peu transgresser. Philibert mourut si pauvre que le fils mena enquête. Félix, avec son épouse, donnèrent tant et tant que quelques-uns de leurs descendants s'émurent en catimini de ce que certains nommaient
leur penchant prétendu à la prodigalité et même à la dilapidation. Loin de honnir leur époque, comme le firent beaucoup de bourgeois et de notables de leur temps, ils en épousèrent les conflits, les souffrances, les contradictions, les combats. Ils tentèrent chacun à leur manière de remédier aux malheurs de leur temps et même aux calamités. Pensez que Félix, lui, qui vit beaucoup plus tard que Philibert, il va vivre les 4 ans de la Grande Guerre dans son village, avec des souffrances et en essayant d'apprivoiser, entre guillemets, l'armée allemande, qui, comme vous savez, n'était pas composée d'enfants de cœur. Bon, cela dit, sans aucune germanophobie, bien sûr. Alors, voilà, donc Philibert, lui, s'est occupé de la gestion d'une manufacture, employant des centaines de personnes, essayant de faire en sorte qu'elles y vivent dignement, respectées, aidées, dans toutes les phases de leur vie, aimées. Pour Félix, le lieu d'une bataille historique, son terrain d'action, c'est éloigné dans le temps, symbolique du salut de tout un pays obtenu par les 2 dieux. C'était leur vision de l'époque. C'est avant Hegel. Donc, une commune, Bouvines, un souvenir médiéval qu'il a contribué à ressusciter, à revitaliser, que ce en effet devenu sans lui ce village éloigné de Paris, presque limitrophe de la Belgique, dépourvu de patrimoine exceptionnel, bien sûr, hormis l'église paroissiale Saint-Pierre, qu'il va reconstruire et ordonner que ses célèbres 21 verrières. Que serait devenu sans cet homme incroyable le souvenir même de cette bataille, souvent déformée? Lisez les livres, qui sont parus depuis 2014, l'anniversaire de la bataille, amoindris ou exagérés, caricaturés par des historiens de tous bords, notamment ceux qui sont allergiques à ce qu'ils nomment le roman national. Alors, maintenant, je voudrais dresser une petite toile de fond des idées, de ce qu'ils avaient, ce qu'ils entendaient dans les médias et dans les conversations de leur époque. Alors, moi je trouve que c'est une question qu'il faut vraiment se poser quand on essaie de se mettre dans les pas d'hommes exceptionnels. Que lisaient Philibert et Félix dans les innombrables journaux de leur temps? C'est une presse absolument florissante, aussi bien de droite que de gauche que du centre. Quels livres dévoraient-ils ou au contraire détestaient-ils? De quoi parlait-on dans les dîners, dans les conversations, lors des affaires? Par exemple, la crise du boulangiste, très très grave, ou bien pire, en 1889, bien pire, l'affaire Dreyfus, en 1898, qui furent, par parenthèse, 2 graves revers pour l'image temporelle de l'Église catholique de France, ces 2 affaires-là. Alors, de qui parlait-on entre adultes à l'hôtel Vraud, rue du Pont-Neuf, à Lille, qui est toujours visitable, magnifique, très bel hôtel particulier, qui servait d'usine, il y avait des unités dedans. Un hôtel du 17-18e, bon. Ou au château de Bouvines, ou chez les gendres de Félix, chez les Provost, à Roubaix, chez les Bonduel à Renescure, par exemple, ou ailleurs, au moment des campagnes électorales. Il semble intéressant donc de rappeler la place des mouvements idéologiques de leur époque, le lobby catholique contre les groupes de pression anticatholiques, rappeler les divers courants de pensée, les mouvements politiques qui agitèrent la France sur ce thème restreint du catholicisme social, mais qui agite encore notre époque d'une façon différente mais profonde. Alors, comment dépeindre non pas les socialistes catholiques actuels du début du XXIe siècle, mais les catholiques sociaux du 19e et du 20e, objet de cette cause. Alors, le catholicisme, d'abord, de ce type-là, a été nommé libéral, du temps de l'abbé de Lamennais. Je ne vais pas faire de parenthèse sur l'abbé de Lamennais, grand ami de Chateaubriand, exact contemporain, et tous les 2 malouins. Mais l'abbé de Lamennais a été un personnage considérable, moi je le trouve fascinant. Enfin bref, il a fasciné dans beaucoup de monde, il a formé des gens comme Lacordaire, il a influencé je ne sais combien d'évêques, Monseigneur Gerbet, Monseigneur de Scorpiac, Monseigneur de Saligny, et tant d'autres. Mais enfin, bon, on n'en parle pas, on n'en parle pas. Alors, ce catholicisme libéral est devenu ensuite social et s'est développé dès les débuts de l'industrialisation du pays, au spectacle, je l'ai dit, d'effroyable misère où sont plongées ces populations ouvrières, dès le début du salariat de masse. Il n'y a pas de salariat tellement avant cette époque-là. Surtout un salariat de masse. Tandis que les fabriques, au départ, les manufactures, c'est-à-dire les usines où on travaille à la main, et puis ensuite les usines de main-d'œuvre, de plus en plus mécanisées, employant un personnel de femmes, d'hommes et d'enfants. De plus en plus nombreux, déshumanisés, généralement mal payés, en tout cas
dont le salaire ne suivait pas l'augmentation du coût de la vie. Ces salariés, qu'on appellera bientôt des prolétaires, sont au début de l'ère industrielle des populations souvent déracinées. Par exemple, plusieurs personnes savent ici que Roubaix, au 19e, est peuplé de Gantois, de gens qui viennent des alentours de la ville de Gand, où il y avait un grand chômage. Voilà. Donc, ces populations d'ouvriers étaient issues du monde rural, depuis des siècles accoutumés à souffrir, à obéir, à se taire, mais qui vont vite écouter très attentivement les sirènes de la révolte, les tribuns de plus en plus rouges. Ils vont vouloir secouer le joug de ce qu'ils voyaient, ce que l'on leur susurrait comme être des oppresseurs. Voilà, le mot émancipation, oui, se répand chez tous les orateurs de la gauche et de l'extrême gauche de l'époque, l'émancipation des travailleurs. Avant même Marx, hein. Donc mot d'ordre des théoriciens progressistes, puis positivistes, puis socialistes. Donc au temps de la jeunesse de Philibert, le courant de charité chrétienne dans une France encore majoritairement rurale, ce catholicisme d'abord libéral, c'est-à-dire en fait anti-autoritaire, sera le fait de deux catégories de personnes, que je simplifie énormément. Hein. D'une part, des nobles et des bourgeois qui veulent améliorer le sort des petites gens par l'économie, et qui restent au plan politique traditionnel, même parfois contre-révolutionnaire, mais qui se montrent d'avant-garde sur le plan social et économique, dénonçant les vices du libéralisme capitaliste débridé et de l'exploitation des ouvriers. Donc, je vais citer quelques noms quand même qui vont peut-être vous donner envie de les lire ou de les relire ou d'y repenser. Deux jumeaux qui ont un nom fameux. Dans le Nord, on les connaît bien, mais peut-être moins à Paris. Les jumeaux Anatole et Armand de Melun, un grand nom, un des plus grands noms de France. Le premier était député d'Ille-et-Vilaine, puis a été député du Nord, Anatole de Melun. Le deuxième, Armand de Melun, il est très connu pour avoir pesé de tout son poids pour que l'on applique l'une des rares lois sociales de la monarchie orléaniste de Louis-Philippe, la loi de 1841, qui limitait le travail des enfants avant l'âge de 8 ans. Bon. Je cite le nom de Henri Cochin, député du Nord, frère de Denis Cochin, père de Claude Cochin. Bref, toute une série de grandes familles parisiennes, mais qui ont été longtemps députés du Nord. Je cite Léon Harmel. Léon Harmel, grand industriel filateur, de laine, lui, pas de lin, mais de laine. Il y a les lignées et les lainiers. Les Provost sont des lainiers. Et les Vros sont des lignées. Voilà, la lignée des lignées, enfin, on peut jouer sur les deux. Alors, lui, il était filateur dans la région de Reims. Et donc, il avait créé une immense usine, que je n'ai pas le temps de vous décrire, mais qui était fascinante. Léon Harmel, c'était un des meilleurs amis de Philippe Bervaux. On a des courriers, ils se rencontraient, ils discutaient. Parfois, ils n'étaient pas d'accord, hein. Notamment à propos des syndicats mixtes. Quand a commencé à se développer l'idée de syndicat mixte, c'était association ouvrière, interdite par la Révolution, hein, la loi Le Chapelier, 1791. Donc, au 19e, on va commencer petit à petit à accepter que les ouvriers s'associent. D'abord par des sociétés de secours mutuelles, et autrement. Et Léon Harmel et Philippe Bervaux n'étaient pas tout à fait d'accord sur ce plan des syndicats, parce que, en gros, Léon Harmel, il voulait des syndicats mixtes, c'est-à-dire on mélange des patrons et des ouvriers qui passent ensemble. Et puis, Bervaux disait non, vous faites des syndicats pour les ouvriers et des syndicats pour les patrons, laissez-les parler librement. Vous imaginez bien que c'est comme un peu le pâté de je comprends pas, j'allais dire une bêtise. Je continue. Alors, bon, donc, d'autre part, donc ça c'est une première partie de gens qui sont passionnés par l'aide aux plus pauvres, mais par l'économie et par le système social, ils vont inventer des quantités de choses. Mais il y a un autre courant, à la même époque, c'est ceux que lisent et qui écoutent et que vont voir et écouter nos deux futurs amis. Donc c'est les penseurs qu'on a appelés les socialistes utopiques. On les appelle aussi les pré-marxistes ou les idéalistes, les socialistes idéalistes. Alors, certains sont restés catholiques, ce sont les apôtres des associations ouvrières et des coopératives. C'est à ce moment-là que se lancent les coopératives de production, de consommation, etc., tout doucement. Voilà. Donc, c'est à cette époque-là
on voit que ces personnages-là, cette deuxième catégorie d'hommes éclairés quand même, sont souvent antidémocrates. Quand on regarde bien, je vais vous citer les noms, hein, vous allez reconnaître tout de suite, ils ne sont pas tellement démocrates, mais ils sont très sociaux, et puis ils essayent de créer une nouvelle humanisme, ou une religion même humaniste. Je vais citer des noms, vous allez tout de suite connaître. Claude de Saint-Simon, donc il était secrétaire d'Auguste Comte, le positiviste. Claude de Saint-Simon qui fait l'apologie d'un scientisme technocratique. Mais un peu plus loin. Plus loin. Du coup, vous ne m'entendez pas? Si. Bon. Donc, il a fasciné ce Saint-Simon, les Saint-Simoniens. Il a fasciné des générations de polytechniciens. C'est incroyable. Les chemins de fer, etc. Énormément de grandes structures en France. Vous savez, sous la Troisième République, en industriel, aussi, on crée des grands travaux qui vont modifier. Il s'agit d'apporter la République dans les campagnes. Vous comprenez, il y a toujours une idée derrière. Bon, bien sûr, il y a de la bienfaisance, mais aussi des luttes d'idées. Arracher les populations paysannes aux notables, aux curés, etc., pour qu'ils se rapprochent des idées républicaines. Mais ça va être un combat qui va durer toute la Troisième République, en gros jusqu'à la guerre de 14, où il y aura l'union sacrée dans le sang des tranchées. Hein. Voilà. Alors Claude de Saint-Simon, j'en parle pas davantage, mais il fait sans arrêt l'éloge du travail des travailleurs. Alors c'est un aristocrate, lui aussi, d'une très très grande famille, acheteur de biens nationaux, enfin bref, passons. Et il flétrit les propriétaires oisifs, qu'il appelle les improductifs. Il y a un texte qu'on apprenait autrefois à Sciences Po, c'était la parabole de Saint-Simon. Alors nous, on croyait que c'était un saint, mais non, c'est Claude de Saint-Simon. Et il a écrit une parabole tout à fait amusante que vous trouverez dans n'importe quel... très facilement. L'autre, c'est Charles Fourier. Fourier, c'est le propagandiste des phalanstères. Vous voyez, la solution par les communautés, la vie communautaire. Projet utopique de société idéale. Alors bon, je ne vais pas trop développer sur Fourier, mais là aussi, il y a des fourriéristes dans les hautes sphères de la société, notamment chez les ingénieurs. Ils sont partis aux États-Unis, qui ont créé des phalanstères un peu partout dans le monde. Généralement, ça s'est capoté assez vite, parce que l'être humain étant l'être humain, chacun voit son intérêt avant l'intérêt collectif. Alors, les idées de Fourier, je vais vous donner un exemple très concret et nordique. Une idée a été réalisée avec succès par Jean-Baptiste Gaudin. Jean-Baptiste Gaudin, 1817-1890, exactement à leur époque. Et Gaudin, c'est le fameux créateur de tous les poils Gaudin, qui existe toujours. Hein. La société a fermé en tant que phalanstère, vrai phalanstère, vous pouvez visiter, c'est à Guise. Les gens de l'Aisne ne veulent pas qu'on dise Guise, ils veulent qu'on dise Guise. Alors je répète. Donc vous pouvez aller voir, c'est fantastique. Ils ont tout laissé tel quel et ils ont amélioré, c'est absolument, j'ai passé la journée. Il y a un théâtre. Vous imaginez, Gaudin crée un théâtre pour les ouvriers, etc. Et il a son appartement au milieu du phalanstère. Bon, enfin, c'est hallucinant, tout ce qu'on découvre. Et ça, c'est une réalisation qui a duré jusqu'en 1968. Comme par hasard, c'est quand même curieux que les idées sociales explosent en 1968. Il y a aussi des signes du destin, je ne sais pas. Voilà, donc c'est la même époque où Philibert connaît ces gens-là, les écoute, lit les rapports, etc., et se pose des questions. Alors, je cite un dernier catholique, un vrai catholique. Les autres n'étaient pas vraiment catholiques. Ils voulaient qu'on gardât la religion, mais pas plutôt une religion humaniste. C'est un Saint-Simonien, un ancien Saint-Simonien, tout à fait converti, qui s'appelait le docteur Philippe Buchet, Z, qui voulait réconcilier l'Église et la Révolution. Donc le prolétariat déchristianisé et le clergé, en attribuant une origine chrétienne aux immortels principes de 89. Et j'ai trouvé une citation de lui, non, c'est pas de lui, c'est d'un ici qui s'appelle Pierre Leroux. Pierre Leroux, c'était un des amants de Georges Sand. Bon. Et bref, ce Pierre Leroux écrit énormément de bouquins, ils écrivaient tous énormément. C'est une époque où on écrit. Et donc il écrit « Jésus est le plus grand des économistes ». Extraordinaire. Bon, enfin, on pourrait développer ce thème qui est tout à fait hallucinant. Donc le courant catholique social est, au temps de nos deux personnages, en fin 19e, début 20e, un courant à la fois contemporain et rival du courant socialiste. Vous comprenez? Ils avancent tous les deux de concert. Beaucoup de catholiques sincères, fervents et pris de justice, comme ces deux hommes, vont être placés devant un dilemme. Comment concilier
les idéaux très populaires, très recommandables de 1789, liberté, égalité, fraternité, et les principes vraiment chrétiens. Comment accorder les enseignements conservateurs reçus de leurs parents, de leurs enseignants, tous ecclésiastiques, avant que Jules Ferry ne crée l'école libre, catholique et obligatoire. En gros, vous savez bien, loi Fallot, etc., c'est l'Église qui tient l'enseignement, grosso modo. Voilà. Alors, donc, comment faire pour concilier tout ça? Comment accorder ces enseignements et les besoins concrets d'une société en pleine mutation, ponctuée de changements de régime brutaux? Je vous rappelle, toute cette époque-là, des changements de régime tous les 20 ou 30 ans. Hein. Je ne les résume pas. Bon. Mais le plus grave moment dans cette histoire, c'est la Commune de Paris. Je vous rappelle, en 1871, Pierre de Haut, le fils aîné, le dominicain, un grand intellectuel, il écrivait, on a trouvé des textes de lui, des sermons qu'il donnait, religieux, etc. Et parfois il parlait de sa jeunesse, de lui, de ses parents, etc. Et il a dit, en 1881, la police n'allait pas dans certains quartiers de Paris. C'était trop dangereux. Tellement la répression de la Commune avait été extrêmement dure. On pense au moins 20 000 fusillés et au moins autant déportés en Guyane. Hein. Bon, voilà, donc ils ont décapité le mouvement ouvrier qui s'est reformé lentement sous la Troisième, vers 1880. Voilà. Alors, je laisse de côté volontairement, pour ne pas abuser et me faire gronder, des penseurs de cette question-là, mais tout à fait à l'opposé. Proudhon, qui est hostile à toute autorité, notamment l'autorité de l'État et l'autorité du pape. Karl Marx, évidemment, dont le manifeste communiste, je rappelle, était écrit à Londres en 1848. Vous voyez? Alors, je laisse tomber aussi des meneurs, mais je cite leur nom quand même, comme Jules Guesde, premier député socialiste de Roubaix, qui était d'ailleurs parisien. Bref. Et donc, tous ces socialistes athées, égalitaristes, puis collectivistes, comme on disait, sont apôtres de la violence, donc de la lutte des classes, et non pas l'amour, l'union, la réunion, la communauté, etc., comme le veulent les catholiques sociaux. Et de la dictature du prolétariat, c'est pas moi qui invente, c'est des termes qui sont employés. Alors, non pas que ces personnages-là soient pas importants, mais parce que nos deux personnages, Philibert et Félix, les considèrent implicitement ou explicitement comme des croque-mitaines dont il fallait absolument éloigner le prolétariat. Ils étaient vecteurs de dangers mortels qu'il fallait épargner au peuple, à leurs yeux. Alors voilà, ces personnages le plus emblématique, enfin je veux quand même dire un mot là, même si je dépasse un peu, je ne vais pas regarder, je ne regarde pas au moment. Le personnage le plus emblématique, le plus visionnaire, le plus stimulant, celui des catholiques sociaux qui a le plus bouleversé, notamment notre Saint-Père Jean-Paul II, c'est Frédéric Ozanam, un Lyonnais. Il n'y a pas de ce... Bon, bref, un Lyonnais qui, je vous rappelle, est maintenant le bienheureux Frédéric Ozanam, un type absolument extraordinaire. Il est né en 1813, il est mort en 1853, 40 ans. En 40 ans maintenant, il a obtenu des conférences de Saint-Vincent-de-Paul dans toute la France et même ailleurs. Et donc ce personnage-là, il écrivait en 1833, il dénonçait ceux qui ont trop alors que le plus grand nombre n'a rien. Il demandait une vraie démocratie qui établisse la justice sociale, une répartition équitable des fruits de la prospérité, avec son fameux « Allons aux pauvres », slogan qui choquait certains bourgeois catholiques, effrayés par les classes dangereuses. La formule « Passons au barbare », il l'employait dans un discours, et même il l'a écrit dans le journal qu'on appelait le Correspondance, c'est un peu la revue étude de maintenant. Et donc pour lui, de même que l'Église s'était détachée, comme pour Frédéric Ozanam, qui va être très saint un de ces jours, l'Église s'était détachée, de même que l'Église s'était détachée de l'Empire romain décadent et persécuteur afin d'évangéliser les royaumes barbares, de même il fallait passer désormais du camp des rois, des hommes d'État de 1815, pour aller au peuple. C'est des citations de Frédéric Ozanam. Alors, il est enterré au couvent des Carmes, vous savez, dans la crypte, une crypte qui est extrêmement visitée et fleurie, parce que très aimée. Alors, comme la Révolution était vue par ces milieux catholiques sociaux comme une solution à écarter, restait le réformisme. Comprendre et accepter les revendications des pauvres, leur offrir des perspectives, inciter les catholiques à accepter un type de régime conciliable avec les dogmes et les vertus catholiques. Et le pape va expliquer que la République n'est pas la gueuse, l'encyclopédie. Là, pardon, oh là,
L'encyclique Rerum Novarum, fondement de la doctrine sociale de l'Église, dès 1891, et l'encyclique Au milieu des sollicitudes prône le ralliement des catholiques français à la République. Vous imaginez le choc pour les personnages dont je vous avais parlé, ils sont tous monarchistes, comme leurs parents, leurs voisins, leurs amis. Et donc ça, c'est en 1892, donc ça va bouleverser les anciennes façons de penser et accélérer le cours de l'histoire. Léon XIII l'a fait non pas, comme le prétendent les commentateurs contemporains, passablement orienté, par inclination spéciale pour ce régime en tant que tel, mais pour que les catholiques français refusent le libéralisme à tout craint. Le fameux laisser-faire, laisser-passer de Guizot, laisser faire la loi du marché, laisser passer les marchandises sans aucune protection. Bon, alors, donc, le pape voulait que les catholiques rejettent l'exploitation des pauvres, que les catholiques s'investissent dans les rouages de l'État, faire de l'entrisme comme on fait les trotskistes, que les catholiques entrent, au lieu de s'en écarter, entrent dans les rouages de l'État afin de freiner le glissement des élites et du peuple vers les périls du matérialisme athée, qui était une porte de toutes les chaumières. Voilà, comment éviter de sombrer dans ce socialisme collectiviste et comme dans l'autre côté, le libéralisme individualiste. Voilà les questions qui se posent, peut-être tous les jours. Voilà. Alors, je cite quand même un autre nom, c'est l'abbé Lemire. Peut-être que pour beaucoup de personnes ne le connaissaient pas, l'abbé Lemire, 1853-1928, que ces gens-là connaissent, fréquentent, etc. Donc l'abbé Lemire, c'est un flamand d'Hasbrook. Hasbrook, c'est un flamand française. C'est une figure de proue de ce qu'on a appelé les abbés démocrates, créateurs des jardins ouvriers, qui existent toujours dans beaucoup de villes. Il avait commencé comme Philibert, comme Félix, comme tant de prêtres et tant de laïcs de l'époque par être monarchiste, au moins jusqu'à 30-35 ans. Et peu à peu, espérant une réconciliation, comme nos deux amis là, de l'Église et des classes populaires, il se réjouit des avancées de la doctrine sociale de l'Église et la reconnaissance de la République naissante par les catholiques, qui étaient souvent royalistes par tradition. Voilà, ce prêtre, l'abbé Lemire, Jules Lemire, va être élu de 1893 à sa mort en 1928, député, maire d'Hasbrook, et sera considéré par les autorités ecclésiastiques au début comme un peu sulfureux. Il siégeait plutôt à l'extrême gauche, mais il a été considéré comme un peu le créateur de la démocratie chrétienne. Voilà. Alors maintenant, quelques mots plus précis, si j'ai encore le temps, ne faites pas les gros yeux, de parler de Philibert Vraud lui-même. Vous voyez, je voulais tresser une petite toile de fond pour que vous compreniez, vous mettiez, vous voyez l'importance de ces enjeux-là et des combats que ces hommes-là ont dû lutter, mener. Donc, Philibert Vraud, modèle de dirigeant chrétien. Voilà. Alors, il est né à Lille, comme je l'ai dit, j'ai donné ses dates, en 1829, et il est mort dans la même ville en 1905. C'est patron d'une entreprise textile. Et il a passé la première partie de sa vie à transformer la modeste manufacture héritée de son père, non seulement une société de réputation nationale, le fameux fil à coudre de la marque Auchinois. Je vais vous donner une pub. J'ai l'original à la maison, enfin mon copain Olivier pourrait vous montrer l'original avec les caractères chinois. Parce que là, c'est des caractères, c'est une photocopie, je crois qu'il ne reconnaîtrait pas des caractères chinois, mais vraiment, il avait utilisé la langue chinoise pour sa pub. Et son fils s'appelait le fil chinois. C'est la famille Tout le Monde, maintenant, très connue, qui gère ce fonds. Alors, donc, il a voulu créer une usine chrétienne, imaginez, une usine chrétienne, où le personnel était en pleine révolution industrielle considéré comme membre d'une même famille, frères et sœurs dans le Christ, plutôt que comme de simples salariés interchangeables. Alors, la seconde partie de sa vie, à ce Philibert, il l'a utilisé comme commis voyageur de Dieu, à sillonner tout le pays. Donc à Lyon, il allait voir un peu les riches personnages de Lyon. Il faisait des tournées commerciales, tournées marketing, si vous voulez, qui se changeaient plutôt en pèlerinage de militants catholiques. Souvent, il allait prendre conseil directement au Vatican. Il allait 20 fois à Rome, à l'époque, c'est pas beaucoup, pour demander conseil, être béni, et voilà, demander s'il était bien sur la bonne voie, prier, bon, bref. Le but de sa vie, la gloire de Dieu et le service du prochain, consistait à développer l'organisation pratique d'innombrables actions caritatives et éducatives
allait financer de ses deniers, recruter des propagandistes pour des œuvres d'apostolat conformes au vu de la papauté, à une époque où l'Église de France était à la fois majoritairement gallicane, je rappelle, et pas du tout ultramontaine, et de plus en plus attaquée par la République anticléricale. Donc, issu de la petite bourgeoisie du Nord, Philibert connaît, enfant, une triste expérience au collège municipal de Lille. Je passe. Adolescent, il délaisse la foi chrétienne au profit d'un spiritualisme éclectique, comme beaucoup d'autres. Après un essai malheureux dans le monde bancaire, Philibert, personnalité ardente, insatisfaite de l'esprit du temps, il disait que les riches étaient abrutis par l'opulence comme les pauvres étaient abrutis par l'indigence. C'est dans ses lettres. Il s'est converti en 1854, notamment après avoir peut-être perdu dans le spiritisme. C'était la mode, puis Victor Hugo, on s'est tourné les tables. Ça attirait les jeunes. Bon, il a failli se perdre là-dedans. L'année suivante, il demande à son père la permission de quitter la fileterie familiale pour entrer en religion. Donc c'est une conversion forte, des tables tournantes. Mais sa famille lui rappelle que l'affaire est très fragile et elle a besoin de lui, fils unique, pour prendre la relève. Alors bon, il va obéir, bon fils, et il prend la résolution de rester célibataire pour Dieu, secondant son père jusqu'au décès de celui-ci en 1870. Il va décupler le chiffre d'affaires. Ce petit homme discret, humble, très mauvais orateur, très peu à l'aise en public, par contre très à l'aise dans les face à face. Ça, il savait parler aux gens face à face. Et il a décuplé donc le chiffre d'affaires, c'est devenu une énorme entreprise, plus de 1000 salariés dès 1875. Il prend l'habitude de vivre en ascète dans sa famille, de redistribuer la quasi-totalité de ses revenus, se dépouiller au maximum, et il rêve secrètement de faire de l'île une ville sainte. Non seulement une usine sainte, mais une ville sainte. D'où ses efforts pour créer cette basilique Notre-Dame de la Treille, qui basilique, parce qu'il n'y a pas d'évêché avant 1913 à Lille. Et donc, cité où, en plein essor industriel et démographique, sévit une atroce misère ouvrière, il fallait penser au Couret, etc. Tous les rapports du docteur Villermé, les descriptions de Victor Hugo, enfin, ça a été quand même bien répertorié. Et donc, il veut faire une cité mariale, ce qu'elle était autrefois. Donc voilà. Et d'ailleurs, j'ai appris avec stupeur que le trésorier de l'œuvre de Notre-Dame de l'Oreille s'appelait Félix de Haut-Père. C'était lui le trésorier. Donc vous voyez, il y a vraiment une continuité. Voilà. Je vais dire deux mots de Félix, bien sûr. Alors voilà, il a lancé des œuvres eucharistiques, etc. J'abrège. Il y a des livres entiers maintenant qui sortent, notamment par le père Will Kruger, qui vient de faire un livre sur lui. Donc un patron exemplaire, un personnage de caractère profondément oblatif, humble, discret, sinon effacé, austère, combatif, opiniâtre, n'ayant ni les dons d'un orateur, ni ceux d'un théoricien. Il excelle dans les contacts individuels, il se lance dans ce que l'on appellera plus tard l'action catholique. Il devient ce qu'on nommait alors un homme d'œuvre, touchant le cœur de ceux qu'il rencontrait. Il s'adjoint les qualités de son meilleur ami d'enfance, donc Camille, je vous ai dit, et d'ailleurs il va carrément, en 1890, lui laisser carrément les rênes de l'usine. Tellement ça ne l'intéresse plus. Lui, ce qu'il veut, c'est aller convertir. Voilà. Alors, donc voilà, il va développer des patronages chrétiens pour les enfants, etc. Bon, voilà. Alors, donc après la mort de sa mère, en 1805, ce sont des familles très unies, très proches, très mondialogues, etc. Donc il est très proche de sa mère, de sa sœur, qui épousait son copain, Camille. Il mène la vie d'un religieux dans le monde, il confie pratiquement donc les rênes de l'entreprise à Camille et accepte la charge de président de la confrérie de la Sainte Famille et surtout celle de président du Conseil régional de la conférence Saint-Vincent de Paul. Bon, il se mue en une sorte de dévot nomade, voyageant 6 mois de l'année en chemin de fer, en 3e classe, en 4e classe, pour aller resserrer les rangs des comités catholiques, distribuer à pleine main des aides. Je pourrais vous raconter des quantités d'anecdotes parce qu'on se passionne pour lui. Construire des lieux de culte, des dispensaires, un des hôpitaux les plus connus de l'île, à l'homme exactement, s'appelle Saint-Philibert. Voilà, bon, développer des subventions pour la presse catholique, etc. Voilà, et son action dans l'enseignement catholique est très connue. Il crée des écoles primaires, il en crée 32, et puis bien sûr l'Université catholique de Lille, il en est un des principaux fondateurs. Et puis c'est lui qui crée l'ICAM, l'Institut catholique des arts et métiers, rival de l'ENSAM, des Gazars. Donc il crée un Gazar catho à Lille et puis ailleurs. Maintenant il y en a je ne sais pas combien des ICAM.
Voilà, et donc dès 1911, après sa mort, est inaugurée une église Saint. Une église Saint-Fulbert, je vais vous passer des images, comme ça vous reposez de mon propos en regardant des images. Une image vaut mieux qu'un bon discours, on dit. Bon voilà, donc il construit de ses deniers une église dans le quartier populaire. Et donc l'aspect architectural et social de la capitale de la Flandre française serait bien différent sans ces hommes-là. Voilà. Bien des personnes surnommées donc le Saint de l'île, et un procès de béatification fut ouvert en 1912. L'un meurt en 1905 et l'autre en 1908, Camille. En 1912, on lance le procès de béatification sous la houlette du coadjuteur de l'archevêque de Cambrai. Il n'y avait pas d'élection à l'île. Bon. Avec l'apparition d'une biographie extraordinaire qui existe toujours, qu'on va rééditer sans doute par Monseigneur Bonnard. Voilà, je me dépêche. Voilà, alors le problème évidemment c'est le paternalisme. Alors ça a été jeté comme une épithète infamante. Je n'ai pas le temps d'en parler, mais enfin vous imaginez qu'il y a beaucoup de choses à dire. Sachez que maintenant les EDC, les entrepreneurs et dirigeants chrétiens en France, c'est-à-dire la version catholique du CNPF si vous voulez, on crée un prix Philippe Hervaux qui dessert tous les ans à des patrons qui ont créé une œuvre d'économie sociale et solidaire. Là, depuis quelque temps, les jeunes de la Catho ont créé un spectacle absolument fabuleux. Ils l'ont joué au Colisée à Roubaix. Le Colisée à Roubaix, c'est 2500 places. Ils l'ont joué à Rome l'année dernière pour le jubilé, etc. Donc, vous voyez, c'est-à-dire que même les jeunes maintenant s'emparent de la figure de ce personnage étrange. J'ai des BD, pour ceux qui n'aiment pas lire, j'ai quelques BD sur sa vie qu'on a fait avec des étudiants. Qui était le dernier lauréat de ce prix? Ah, je n'ai pas noté. Ils sont sur Internet. Vous tapez EDC, prix Philippe Hervaux, vous allez voir tous les noms de responsables d'entreprises qui ont créé une œuvre vraiment belle, quoi. On les voit souvent, ils viennent très souvent à la Catho, il y a des réunions avec nous, les amis de Philippe Hervaux. Enfin, tout ça est très constructif et en phase ascendante. Et le postulateur de la cause, c'est un père assomptionniste. Donc, en gros, de la même mouvance que Léon XIV. Donc, on pense que le dossier va remonter un petit peu en haut de la pile. Bon, on espère, on prie. Voilà. Alors, quelques mots sur Félix quand même, parce que sinon, il y en a qui ne vont vraiment pas être contents. Donc, Félix de Haut, philanthrope et pater familias, sans être paternaliste. Voilà, alors je vous dis quelques mots. Son père, né en 1787, mort en 1870, était élève au collège Sainte-Barbe à Paris. Et donc sous le consulat, il début du Premier Empire. Il s'est marié à 46 ans, avec une toute jeune fille de 20 ans. Il vient d'une lignée de marins, de militaires, de gens de loi, de propriétaires terriens flamands. Son arrière-grand-père Dominique Louis, né à Berck-Saint-Binoc, leur berceau, s'était marié avec la fille d'un banquier lillois, à Descamps. Il a acheté la bourgeoisie de l'île sous Louis XV et reçu divers offices, dont celui de directeur du Mont-Piété, lequel Mont-Piété, vous pouvez toujours aller visiter rue des Tours. Il existe toujours. Vous avez le nom de Barthélemy Mazurel, qu'il a créé en 1610. Voilà. Et donc, sa mère Stéphanie, voilà, elle avait 20 ans à son mariage, et le père de cette charmante demoiselle, Louis-Joseph de Fontaine, était un magistrat ultra. Vous voyez ce que ça veut dire, ultra à l'époque? C'est ultra-royaliste, ultra-légitimiste. Et donc, il a été président du cercle légitimiste du Nord. Qu'est-ce qui s'est passé sous la monarchie de Juillet? Et il a été révoqué. Voilà. Alors, je vous montrerai un courrier du comte de Chambord à ce propos. Tout ça est très très curieux. Il faut fouiller dans les greniers, c'est sûr, il faut prendre un peu de temps. Et donc voilà, son beau-père a les mêmes idées que les deux hauts. Et donc voilà, bref, c'est lui, il a créé l'obélisque qui se trouve à l'entrée, enfin au milieu du village, etc. Donc le couple Félix, Aimé et Stéphanie ont eu une fille, Félicie, qui est morte à l'âge de 5 ans. C'est un traumatisme dont ils ne se sont jamais relevés, puisque c'est un couple, comme vous avez vu, pas ordinaire. Félix est venu au monde, Félix Étienne, celui qui nous intéresse, est venu au monde quand son père avait 59 ans. Donc on devine qu'il n'avait pas eu beaucoup de frères et sœurs derrière lui. Et donc, fils extrêmement choyé, éduqué chez les jésuites, dans un milieu
constamment pieux, sinon dévot, avec une touche de jansénisme, ce qui n'est pas forcément un défaut, si on regarde bien ce que c'est que le jansénisme. Donc le précepte évangélique du souci des pauvres, la principale des 3 vertus théologales, c'est la charité, qui lui ont été enseignées par la parole, mais surtout par l'exemple dès son plus jeune âge. Voilà, Félix Déot était indifférent, sinon hostile à recevoir des lauriers. Il ne cadrait pas bien avec les idées de son temps, hein, vous voyez, plus on avance dans la Troisième République. Il correspond encore moins aux normes que l'intelligentsia de l'appareil médiatico-éditorial ont besoin de promouvoir actuellement. Voilà. Donc, il a été impressionné par des figures dentistes, des personnages tout à fait fabuleux que je vous ai signalés, et qu'il fréquentait ou avec qui il correspondait. Donc c'est un contemplatif actif, ce qui n'est pas courant chez un être humain. Et il éprouvait une passion pour le mode de vie monacal, ça on s'en rend compte de toute façon, par des textes, etc. Il est passionné par la vie monastique. On se demande si ça n'a pas un peu travaillé quand même. Il ne s'est pas marié de gaieté de cœur, enfin bon, bref. C'est intéressant de voir ce qu'il dit comme condition du mariage à son épouse Marie Langlard. Il dit oui, d'accord, bon, on se marie, mais à condition que. Et il fait une liste de conditions. Bon, d'accord. Alors, donc il est dans sa bibliothèque un best-seller, c'est l'ouvrage de Charles de Montalembert, Les moines en Occident. Oui, c'est très intéressant les conditions. Ah, je ne les sais pas sous les yeux. Elles sont dans le livre qui est juste à côté. Ah, je ne sais plus la page. On peut. Ça vous parle, ça. Je sens que ça vous parle. C'est amusant, il faut reconnaître. Ouais, je peux vous trouver la page parce qu'on a amené le bouquin qui a été écrit, les mémoires de son épouse, qui raconte comment ils se sont mariés. C'est pas tellement contemporain. Ça s'est passé au but de Chaumont, ils ont eu un entretien. Bon. Alors voilà, bon, donc voilà, il passe son temps à aller de monastère en monastère, d'abbaye, il est tertiaire bénédictin de l'abbaye de Ligugé. Si vous allez à Ligugé, près de Poitiers, magnifique, vous savez bien, Saint-Martin, et là, ils ont des archives, et on parle d'un monsieur Déot qui est un généreux donateur. Vous voyez? C'est intéressant quand même de retrouver ces gens inconnus qui ont laissé des petits cailloux, comme dans le conte pour enfants, des petits cailloux blancs qu'on peut retrouver, mais il faut chercher. Voilà. Alors voilà, il va au Mont-Saint-Michel, il est toujours en pèlerinage. Il fait à la fois des pèlerinages et de l'alpinisme, enfin, il va souvent à la Salette, ça lui permet de faire. Il adore l'alpinisme. Voilà. Bon, ben, je vais conclure en vous remerciant de votre extrême attention et en vous donnant à voir quelques images qui vous permettent de fixer dans votre mémoire, si vous n'avez pas vu, d'abord la fameuse lettre du comte de Chambord, ça se trouve dans le recueil des lettres du comte de Chambord à divers correspondants. Je dis d'abord, mais ce n'est pas forcément le plus important, une fiche sur Philippe Herbeau, son visage, sa fameuse affiche, mais ce n'est pas la vraie. Je dis tout de suite, ce n'est pas le vrai caractère chinois, mais la vraie, on l'a chez nous là-bas à Lille. Et puis quelques idées pour se faire une image de lui. Ça, c'est sur Félix Déot, donc son visage, c'est pas tous des vieillards, ils n'ont pas toujours été vieillards. Donc c'est intéressant de voir un homme à 40 ans, etc. Et puis un peu de sa famille, bon, ses réalisations sont énormes, mais comme il y a un livre qui vous tend les bras, je ne les développe pas. Et puis alors, si vous me permettez encore un mot, je vais vous lire le testament de Philippe Herbeau. C'est au moment du dessert, bon. Testament de Philippe Herbeau, manuscrit. Je remercie Dieu de m'avoir permis de le connaître et de l'aimer. Je lui rends grâce de tous ses bienfaits. Je meurs dans son amour et j'espère le bénir et le louer éternellement. Je le prie pour tous les hommes qui sont sur la terre et pour tous ceux qui y paraîtront jusqu'à la fin des siècles. Que sa sainte Église s'étende par tout l'univers, que le règne du Christ arrive. Amen, amen. Voilà. Après, il y a un texte magnifique aussi de Félix Déot, la consécration du village au Sacré-Cœur. Voilà, pardon, j'ai un peu abusé, je crois. Bon. Je lui rends le micro. Merci.
Merci Jean-Louis, c'était passionnant et évidemment tout ça est bouleversant et explique beaucoup de nos actions à tous. Et c'est autour de ça que je vous parlerai. On va prendre le dessert d'abord de différentes choses qui sont nourries par tout ce substrat qui nous est transmis jusqu'à maintenant et où de nombreux bénévoles se consacrent à la perpétuation. Merci infiniment, en plus c'était passionnant, une vie de chronique d'un agrégé, docteur agrégé, écrivain, ça se remarque. Merci. Ça lui a donné des atouts énormes. Je reprends la parole après le passionnant exposé de Jean-Louis Pelon sur le catholicisme social et je viens vous parler de l'Association des lignages de France et de l'International qui nous accueille ce soir, ALF International, petite sœur de l'ANF, petite sœur de l'Association de la noblesse française. En fait, c'est le premier dîner pleinement sous le logo de l'ALF, même si nous avons consacré beaucoup de galas à intervenir sur ce sujet-là. Cette association est l'aboutissement d'une vie consacrée à l'étude des familles, des lignées, de très nombreux pages, livres, etc. J'ai essayé de comprendre l'essence de la famille, le sens du mot lignée et quelle mission nous est confiée par nos ancêtres et par la vie. Face à la montée en puissance des manipulations génétiques contemporaines, les dérives du transhumanisme, qui cherchent à altérer la nature humaine pour la soumettre à des logiques technocratiques, il est crucial de préserver l'intégrité de nos racines, ce que nous faisons ce soir. Cette fragilisation de l'identité biologique se double d'une déstructuration civile illustrée par des projets, par exemple projet de loi pour faciliter très facilement le changement de nom, très rapidement, risque évidemment de menace de continuité historique des patronymes. La procédure de changement de nom simplifié a été introduite par la loi du 2 mars 2022, dite la loi Vignal, et permet à tous, à toute personne majeure, de demander de changer son nom de famille pour celui de son autre parent, ou d'intervertir l'ordre des noms. Le chromosome Y, comme vous savez, qui est une réalité scientifique, montre que l'identité première d'un individu relève du père par le chromosome Y, qui d'ailleurs nous permet de remonter de façon miraculeuse par la science moderne les secrets et beaucoup de réalités. Dans ce contexte de perte de repères, l'ALF International s'affirme comme un contre-pouvoir indispensable. On peut dire que depuis 200 ans, aucune entité, institution n'a été là pour défendre la lignée, la famille, la transmission, la pérennité, le rayonnement, toutes ces données que nous aimons, pour lesquelles nous vivons, et qui ne sont pas reconnues. Il n'y a pas d'institution de cet ordre. En tout cas, l'ALF se pose comme garante d'une infrastructure de vérité face à l'effacement volontaire de nos ancêtres et de notre héritage. Je lisais d'ailleurs des choses terribles dont nous devons prendre conscience, c'est que, à force de tout mettre sur Internet et en ligne, si nous n'avons pas d'autres sauvegardes, eh bien, les gentilles personnes qui nous dirigent et que nous ne connaissons pas, bien sûr, peuvent soudain annuler tout ce qui a été inscrit sur des pans entiers d'histoire et dire après que l'histoire était ainsi, n'a jamais été, n'a jamais été autrement. Donc c'est d'une gravité immense et nous sommes tous là dans le devoir de trouver des solutions. Déjà, faire des impressions papier, mettre des choses sur la blockchain,
Voilà, il y a beaucoup de données pour éviter les traquenards qui peuvent être radicaux. Donc la mission de l'ALF est de tendre la main à chacun, car chacun est souvent, sans le savoir, membre d'une lignée. 90% des contemporains sont des déracinés, des anonymes. Ils ne savent pas qui est leur grand-père, leur arrière-grand-père. Ils vous disent ben non, je ne peux pas relater des souvenirs de famille car mon père est décédé. Non, les souvenirs de famille transcendent les vivants et les défunts et se perpétuent de génération en génération. Donc, le rôle de l'ALF international est de mettre en lumière tous les porteurs de noms apparentés, descendants du premier ancêtre référencé, en ce qu'ils ont pu apporter au bien commun. C'est ça la démarche, qui n'est pas une démarche purement généalogique, mais une démarche beaucoup plus sommaire, beaucoup plus vivante, beaucoup plus radicale les porteurs du nom apparenté, l'apport au bien commun. Quel que soit le domaine, que ce soit un adjoint au maire, un président, un fondateur, un artiste, un grand médecin, un vaisselle, un voyageur, tous ceux qui ont fait des choses et qui ne se sont pas contentés de la médiocrité. En fait, le bien commun, c'est ne pas vivre dans la médiocrité et apporter des choses positives. On peut simplifier sans aucune prétention philosophique, comme vous l'entendez. Donc pour cela, nous avons créé un outil unique qui est le thésaurus agnatique. Thésaurus comme trésor et agnatique comme la lignée du père du chromosome Y. Ce n'est pas de la poésie, en fait, mais c'est de la science, ce chromosome Y. C'est vraiment quelque chose qui nous est témoigné et vérifié de multiples façons. Une fois qu'on a fait cet article Wikipédia, si je peux dire, nous avons créé d'ailleurs un Wikipédia avec le maximum de capacité pour pouvoir abriter un nombre important, voire considérable de thésaurus. Une fois qu'on a fait cette liste, cet article Wikipédia de tous les apports du bien commun par les porteurs du nom, on peut honorer cet apport par quelque chose qui l'illustre, qui est le blason. S'ils en ont un, ils reprennent. S'ils n'en ont pas, ils le créent, nous le créons. Et évidemment, on est très loin du snobisme, mais au contraire, un saut de fidélité et de devoir. Pour les noms très répandus, Dupont, Durand, Rodriguez, Yang, Wang et tant d'autres, il y en a des milliers d'autres, nous œuvrons pour rétablir une unicité, le nom unique pour chaque lignée. Chaque lignée, qui ont des liens donc d'ADN, doit avoir un nom unique. Et on connaît le fameux exemple des Durand qui deviennent Durand-Ruel. C'est un excellent exemple. Quand vous arrivez en société et vous dites « je m'appelle Thierry Durand », c'est pas du tout pareil que si vous vous dites Thierry Durand-Ruel, parce que à ce moment-là, vous dites « ah oui, ce Durand-Ruel, oui, c'est très passionnant, je connais votre famille, etc. etc. » Thierry Durand, ben, c'est un autre parmi tant d'autres. Je voudrais d'ailleurs évoquer en présence de beaucoup de descendants de Félix de Haut une réalité auquel on ne pense pas forcément. Félix de Haut, dans sa descendance, comprend 311 familles, 311 lignées, ce qui est tout à fait impressionnant. Ce sont les familles du Nord, n'est-ce pas, nombreuses. Donc, dans ces familles, il y a des noms très, très connus, genre Caslan, Chabot-Ramcourt, Carnet-Tressesson, etc., etc. Des familles très connues, mais avec des noms, on ne sait pas trop. L'admirable famille Bernard, par exemple, qui est une des familles des gloires de la France par tous les apports au bien commun. On l'a vu à travers Vraud, Philibert Vraud, etc. Cette famille Bernard porte un nom qui est porté par des milliers d'autres. Et je peux prononcer les noms du Bois, du Four, du Grey, du Mas, Faure, Tardy, etc., etc. Or, ces 311 lignées, il n'est pas normal que certaines aient toute la cote d'une renommée a priori remarquable, et que d'autres, avec des noms plus banals,
ne soit pas honoré avec autant de respect et de considération, car il y a dans toutes ces lignées des résistants, des guerriers, des peintres, des maires, des créateurs, etc. etc. Le but, encore une fois, de ces thésaurus, qui sont maintenant sur le Wikipédia, qui a été créé d'ailleurs grâce à notre ami Emmanuel Brun-Gobignos, que je remercie publiquement, qui a créé ce magnifique Wikipédia avec le maximum de capacité, abrite ces thésaurus. Il y en a 630 pour l'instant, mais le but c'est qu'il y en ait 6 millions et 60 millions. Il n'y a aucune limite, puisque l'œuvre est humaine, valable pour chaque humain, et donc valable pour chaque pays. Donc tout être humain qui a une certaine vision un tout petit peu traditionnelle se reconnaît dans cette reconnaissance, justement, et peut adhérer facilement à la démarche de l'ALF. En fait, je vais vous faire passer ici les 311 noms qui relèvent de la famille, de la descendance de haut. C'est intéressant parce que tous ont hérité de ce patrimoine immatériel qui est tout à fait extraordinaire, et il faut l'attribuer à tous, et non pas à certaines familles plus que d'autres. Donc, en fait, il y a 630 thésaurus sur le Wikipédia. Il m'est arrivé de faire quelquefois en une semaine seule 100 thésaurus. Bon, je ne connaissais absolument rien à tout ça, bien évidemment. J'ai appris sur le tas à utiliser le Wikipédia et à faire ce qu'il faut. J'ai créé donc par l'intelligence artificielle qui sert beaucoup, car l'ALF est une fille de l'intelligence artificielle, je vous expliquerai ça. J'ai donc fait un script qui permet de rassembler toutes les données relatives à l'histoire d'une famille, que ça vienne des archives, que ça vienne de bases de généalogie, Roblo ou Généanet, que ce soit des liens sur Internet, et le miracle de ce script, c'est que toutes ces informations ressortent comme un article Wikipédia, avec un sommaire, etc., admirablement rangé, admirablement exact, etc., etc. Donc c'est un outil, nous sommes à l'ère de l'IA, qui peut le pire, on le sait, et comment, mais qui pour l'instant permet des choses tout à fait remarquables. Donc je viens en fait, ce soir, attention, je viens ce soir demander des volontaires pour relever le défi des 311 familles de la descendance de haut. C'est tout. Donc c'est un CDD et non pas un CDI. Totalement mal rémunéré, je reconnais. En fait, je pense qu'il y a des familles absolument remarquables, et il faut vraiment se centrer sur la famille elle-même, sur son identité, sur son passé, sur son apport, et consigner ça dans une espèce de thésaurus. C'est une espèce de comment on appelle ça pour mettre les reliques des saints, vous savez, c'est une espèce de... Comment Un reliquaire, voilà. Un thésaurus, c'est un reliquaire, en fait, un article Wikipédia qui relate les plus belles choses liées à une famille. Donc c'est ça que je souhaiterais que vous réalisiez pour ces 311 personnes. Après, vous avez des vacances le temps que vous voulez, il n'y a aucune difficulté. Et bien sûr, je vous expliquerai cela. Vous rassemblez, avec tout est sur Internet de toutes les façons, vous rassemblez tous les porteurs du nom, ce qu'ils ont apporté au bien commun. Après, on recrée un blason où il existe, bien sûr. On voit pour un nom à l'usage qui soit unique pour la lignée. Donc Durand, on va mettre un nom d'usage comme Durand-Ruel pour éviter que le nom soit banalisé, ce qui est une injustice extraordinaire dans la vie quotidienne en fait. Donc
Et comment c'est né Durand-Ruel? C'est le nom Comment? de la mer? Comment est né Durand-Ruel? C'est le Alors, nom de la mer? en fait, je donne toujours cet exemple parce qu'il est connu. Tout le monde connaît Durand-Ruel, surtout Martine Boulard. Je les connais très bien, mais je me souviens plus. En fait, je n'ai pas de réponse exacte, mais ça n'a aucune importance. En fait, l'idée, si vous voulez, c'est que des noms très répandus aient leur unicité. Voilà, elles soient reliées à une famille. Et pour ça, on rajoute un trait d'union et soit un mot, soit un autre nom, mais qu'on garde pérennement. Parce que dans les familles du Nord, on donne le nom de l'épouse, mais ça change à toutes les générations. Donc c'est pas ça du tout qu'il faut. Il faut donner pérennement un deuxième mot ou nom. Et ça, on en parle évidemment avec beaucoup de... Et toujours dans le cadre des lois, parce que c'est l'usage, et après, on demande à la loi de valider ou non ce genre de démarche. Voilà. Donc, je suis amusé de voir tous les noms, les 311 noms. Donc, il y a les noms très, très prestigieux, etc., etc. Et puis après, il y a des foules de noms qui apparemment n'ont aucun intérêt parce qu'ils s'appellent des noms courants. Et moi, je dis non, c'est pas juste, c'est pas bien. Donc, il faut rétablir la vérité pour ces 311 noms. Voilà. Bon. Ça, c'est sur 100 ans. Comment? Ça, c'est sur un siècle. Oui, c'est ça, c'est depuis Félix de Haut. C'est ça, 311 familles qui se raccrochent à cette descendance-là. Félix et Marie de Hollande, là. Ouais. 2500 descendants. 2500 descendants. Voilà, 2500 descendants. Et je trouve, voilà, il y a des familles tout à fait extraordinaires qui méritent de figurer. Alors, pour ceux qui sont sur Internet et qui sont sur Facebook, j'ai un groupe Facebook que certains ici connaissent bien, et qui est le groupe de l'Association des lignages de France et de l'International, où il y a beaucoup de communication, d'explications, etc. Donc pour ceux qui sont familiers de Facebook, vous avez l'information là-dessus. Hein. Et autrement, le Wikipédia, vous cherchez Association des lignages de France et vous allez tomber dessus. Ce serait intéressant que vous me donniez un petit peu vos impressions de cette demande de travail. Par exemple, je ne trouve pas la famille Bonduel, là. Pardon? Oui, d'abord, elle est ipso facto, évidemment. Qui veut intervenir, c'est intéressant. Ce que vous pensez de cette idée? Bon, il n'y a pas... alors en fait, c'est pas votre Facebook que vous avez... Marie, est-ce que vous comprenez ma démarche? Des associations, des choses intéressantes. Bon, il y a eu un oui. Non, mais ça m'intéresse parce que j'ai pris les 2500 descendants et j'essaie d'avoir les miens. Très belle série. Ah oui, oui. La démarche de l'association d'eau. Allez, je vous en prie, François. En général, on m'entend assez bien. Non, mais approchez-le comme ça. Oui, mais je vais prendre un micro. Je dis que dans le cadre de l'association d'eau qui perdure aujourd'hui, et qui a un renouveau même actuel, donc nous avons décidé d'essayer d'essayer de collectionner tout les maximum d'informations sur l'ensemble des mandats. De façon à pouvoir justement faire des actions sur les livres, comme ça, et à ce moment-là, il est possible d'interroger, si on a les mails des gens, on peut les interroger eux-mêmes directement pour savoir s'il y a des gens particuliers dans la famille. Ça, c'est une démarche qui est plus facile. Vous voyez, par exemple, si j'ai envie de C'est à s'impliquer là sur votre projet lui-même, paraît pour cette fois un peu difficile compte tenu de cette activité actuelle. Donc, vous savez, on a maintenant des outils qui sont Internet, qui sont l'intelligence
d'intelligence artificielle, qui sont les scripts qui permettent de brasser l'information et la mettre. C'est prodigieux. Et je le récupère sur des. En fait, c'est un système qui s'auto-alimente. Parce qu'il voit ce qui vous plaît, il voit ce qui vous plaît, si vous vous intéressez, je sais pas, aux animaux, aux animaux. Et puis voilà, on peut rediffuser à vos contacts des scènes. Marie avait des idées géniales. Alors là, c'est ça, tous les contacts. Non, pas pour l'instant. Et voilà, moi j'aimerais beaucoup qu'on honore cette famille Philippe. Des personnes absolument exceptionnelles. Voilà, c'est pour ça. Et moi, ce que je voudrais vous aider à faire, c'est un thésaurus dans lequel la famille Philippe est mise à l'œuvre. Et vous l'avez vous, c'est très simple. Voilà. Ayant intervenu. Je suis d'accord. Vous voyez, et je trouve que là, vous êtes des cousins, vous avez l'énergie et l'autorité pour faire ça. Et moi, je suis complètement, vous voyez, pour tracer tout ça et utiliser les moyens techniques. C'est pas compliqué. Le tout est que j'ai des gens. Alors, ça m'arrive de retrouver une cousine, vous voyez. Ça m'arrive. La famille Bonaparte. Allez. Non, malheureusement, ma réaction est plus l'intervenante précédente, c'est-à-dire que dans mon cas, c'est fait un travail avant l'existence de l'IA. Et puis, c'est un temps de travail avant l'existence de l'IA. Donc des recherches des archives, des interviews avec des aînés, des anciens de la famille, des groupes, c'est intéressant de voir quelles sont les technologies modernes pour faire avancer collectivement. Voilà, c'est ça. Mais je serais curieux de ce que c'est. Instagram, il y a en fait, ce qui est plus connu, parce que je trouve ça alors, X, c'est anciennement Twitter. Tiens, voilà, Twitter. Et ça, bon, je sens que... Mais j'ai pas d'idée sur le sujet. Sauf que chaque expérience apporte Oui, tout à fait. Ça fait avancer. Oui, c'est ça. Ce que évoquent des paroles riches et originales, c'est que, après tout, il y a une voie très importante pour distinguer quelqu'un, c'est la béatification. Oui, mais bien Plus sûr. que le changement de nom. Oui, tout à fait. La béatification n'est pas universelle, elle n'est pas valable pour chacun. Tout le monde est appelé. Ok, ben. Je me suis appelé. Je me rends compte que Prenez chaque GPT, et vous mettez Félix de haut, et c'est absolument. je pense, effectivement. Allez-y, Marie. Félix de haut, et je vous avouerai que c'est un peu une petite conclusion de ce que tu as dit, Jean-Claude. Et tout est dit, même sur le catholicisme, sur la reconstruction et l'enrichissement des divines, l'organisation des célébrations du 700e anniversaire de la fête divine, sur le plan familial, on a tout cela. Et ils disent aussi que fondation de l'instance de Genève, tout est norme. Il y a absolument orphelinat, restauration d'église, soutien des communautés religieuses. Waouh! Ben oui, tout à fait. Et même pour Marie Langlade, j'ai cherché Marie Langlade, et effectivement, ils me disent ce que tu m'as dit, c'est-à-dire qu'elle est la petite fille, c'est passionnant, du collectionneur Charles Langlade. Charles Langlade. Oui, Charles Langlade. Et que dans la famille, il y avait plusieurs maris. Non, mais c'est quand même remarquable. Et d'ailleurs, l'autre petite fille de Charles Langlade, grand collectionneur, Oui. Immense collectionneur, un des grands mécènes et collectionneurs du XVIIIe siècle, Jacques-Louis David, au début du XIXe, était venu voir sa collection, parce qu'elle est très importante. Et nous voulions faire une conférence sur Charles Langlade, mais la grande spécialiste est Gaëtane Masse,
inaccessible. On ne sait pas comment la Inaccessible. joindre. Qui connaît? Elle ne répond pas. J'ai envoyé des emails, etc. Et donc, Charles Anglard, c'est absolument admirable, c'est passionnant. Passionnant, Charles. C'est une collection considérable, et c'est le goût de la fin du XVIIIe siècle, c'est l'explosion des académies de dessin, etc. à Lille, une efflorescence de mouvements de culture, d'art, de peinture, de théâtre, de salons, des salons que j'ai beaucoup appréciés à étudier à Lille, et ce goût du XVIIIe est très marqué. Et bon, nous n'avons pas fait de conférence, peut-être qu'on en fera une un jour. Et d'ailleurs, une autre petite fille de Charles Anglard a épousé un grand collectionneur d'antiques et de meubles du Moyen-Âge. Il y a un nom pour ça spécialement, les antiquités. Et sa collection était considérable et il habitait le pavillon de la Reine, place des Vosges. Il recevait tout Paris. Et on a juste une photo d'une partie de son salon où on voit une accumulation de meubles comme il savait très très bien faire à l'époque. Et c'est un autre exemple. Donc plus on creuse, plus on trouve. Mais il n'est pas normal de toujours mettre en avant certaines familles alors que dans la liste des 311 familles que je vous fais passer, il y a des chefs-d'œuvre dans chacune. Ça, c'est très important. Et je peux vous dire que ça peut changer complètement les relations sociales, les relations familiales, les relations psychologiques, de pouvoir mettre à l'honneur les lignées en tant que lignées, parce qu'elles ont forcément du bien commun. Et ce bien commun, il est oublié, il est dispersé, et nous avons maintenant Internet pour rassembler tout ça. Et on va faire des tas de reliquaires, donc vous avez 311 reliquaires à faire, et qui seront mis sur le Wikipédia. Donc merci beaucoup de votre aide. D'accord. J'allais faire une suggestion. Je ne sais pas grand-chose, je ne suis pas un grand expert de l'IA ni du chat GPT en particulier, qui celui dont la majorité des gens se servent. Mais ce que j'ai appris dernièrement quand même, en savant un petit peu, c'est qu'il faut traiter le chat GPT comme un stagiaire qui ne sait pas grand-chose. Donc, de donner un maximum de contexte et d'informations. Ne pas poser une question simple comme mettre le nom de quelqu'un. Mais plutôt dire, il y a un couple qui s'appelle X et Y. Marié à telle date, décédé telle date. Ils ont les descendants suivants. Ensuite, on copie toute cette liste-là. On dit, construisez-moi, s'il vous plaît, un rapport détaillant les descendants de chacune de ces familles portant ces patronymes-là, descendants de ces deux individus-là, il paraît que c'est comme ça qu'il faut formuler nos questions. Alors, oui. Et puis que ça pond des... Je veux dire que l'intelligence artificielle, il faut éviter de s'en servir pour les données historiques, parce qu'elle a une grande capacité de retomber sur ses pieds et de sortir un texte tout à fait imaginable, mais qui n'est pas fondé sur le réel. En fait, l'IA est très très bon pour la démonstration, pour la logique, pour faire des synthèses de données rationnelles, ou pour ordonner les informations qu'il va tout simplement copier, mais les ordonner très très bien. Après, pour tout ce qui est historique, généalogique, etc., il faut être très prudent. Il y a des sources beaucoup plus stables, en fait. Mais voilà. Oui. Il faut parler à l'intelligence artificielle comme elle a reçu un code moral. Il faut lui dire tu ne me mens pas. Tout à fait, mais bien sûr. Tout à fait, je n'arrête pas. Moi, je passe du matin au soir avec l'IA. Je suis désolé, mais c'est ainsi. Et c'est tout à fait extraordinaire. En tout cas, il faut la briefer. Au début, elle est politiquement correcte, mais on arrive à lui faire dire des choses qui ne sont pas politiquement correctes. Mais encore une fois, il faut bien
évidemment que ce soit ce registre-là. Différentes, oui. Enfin, moi, je trouve que j'aurais en faire. Elle vous répondra Ça me suffit largement. donc elle fait des erreurs. Parce que j'ai pas besoin Elle n'a pas de première impression, elle n'a pas d'émotion. Elle vous Si je livre veux en que les fait choses une soient approfondies, synthèse je les prends autrement. Parce que j'ai ma propre écriture. Parce que j'ai comme 36 les séries, l'écriture de l'IA, elle est sans relief. Enfin, moi, j'ai ma façon de penser. Oui, j'ai mon vocabulaire. que ça soit oui, puis pas que l'on a donc on aussi, peut j'ai ma façon de on peut applaudir. tourner les phrases, il y a un traitement d'or. En fait, oui, c'est pour certaines informations. Après, la rédaction, ça nous appartient. Ah oui, parce qu'il faut donner un certain sens, une mouvance. L'écriture, c'est quand même autre chose. J'ai un fils qui travaille au CEA et quand il reçoit des CV pour des stages ou autres, il dit « Ah, ça c'est l'IA ». Ah oui, il connaît tout de suite. Il connaît tout de suite. Oui, parce que c'est plat. C'est plat. C'est sans relief. C'est pas personnel. Non, non, non. Oui, donc ça dénote aussi, oui. enfin, en tout cas, ils en font, les recruteurs, ils en font un décret de recrutement quelque part. Après, il faut peut-être pas plus s'arrêter à ça. Par semaine, je produis beaucoup, je donne 10 heures par jour, 300, 400 pages. Donc tout à l'heure, pendant que vous parliez, je me suis permis, et très humblement, d'écrire un petit texte, sous la forme d'un poème, et tout à fait convaincu du sujet qu'on a à traiter. Je le fais humblement. Vous voudrez bien me pardonner si vous trouvez mon nom imparfait, ce serait tout à fait normal. Dans le temple du siècle, au rond de la machine, où le calcul aride efface le lien, s'élève la grande ombre auguste et doctrinaire de deux académiciens au verbe souvent. L'un, Albert de Mans, noble corps de soldat, voit l'ouvrier déchu sous le joug du capital. Il veut pour la patrie en pacte social où la justice s'arme au nom du Dieu d'en haut. L'autre, René de la Tour du Pin, rigoureux, trace d'un trait hardi l'ordre corporatif, contre l'or anonyme et le profit captif, qu'il veut rendre au travail son honneur généreux. Ils ont lu Rerum Novarum, l'encyclique sainte, et porté sa lumière aux voûtes de l'Institut. Enseignants du devoir, champions du salut, ils ont brisé du gain la tyrannique étreinte. Ni révolte farouche, ni lourd étatisme, mais la fraternité qui se verra demain. Voilà. Vous avez prévenu. Bravo. Et moi qui croyais que les confrères n'étaient pas très créatifs. Je m'évite maintenant que les confrères. Mais l'ALF aura tout ça, tous ces uniformes. Et l'ALF est une chancellerie parce qu'elle rend un service que d'autres institutions, personne ne rend en définitive, de s'occuper des lignées. Et aucun politique ne pense à cela, de traiter les problèmes humains, non pas par les personnes, mais par leur place dans la lignée. Donc c'est quelque chose de très très fondamental. Et nous sommes tous les héritiers ce soir de lignée, et donc nous comprenons ce genre de choses. Mais 90% des gens sont des anonymes, et nous en faisons des héritiers. C'est ça qui est fondamental. Bon anniversaire. Bon anniversaire.
On chantait le Vivat Flamand. Ce sont tes 45 ans, Ming? Non, 5 ans. Qu'il vive à jamais. Merci mon mari. Oui, il faut mettre la serviette au-dessus et on verse le champagne après. C'est une tradition flamande. C'est comme de la Voilà, on met la serviette. Oui.